Vous nous suivez de partout, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs. Merci de la confiance que vous faites à Africa Télévision. Bienvenue dans ces magazines grand format. Vous le savez, la campagne électorale a été lancée par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Campagne électorale sous des contestations, sous des réclamations. Certains candidats présidents de la République fustigent le fait que jusque-là, ils n'ont pas bénéficié de la protection des candidats tels que consignés par la loi électorale. Seuls les candidats du FCC, Ramazani Chadari, bénéficient de cette protection. On accuse également le candidat du FCC d'utiliser les moyens d'État pour sa campagne électorale. Des candidats présidents de la République demandent le report de ces élections parce que la question de la machine à voter et celle du fichier électoral n'ont pas encore trouvé de solution. 86 milliards de dollars américains pour 5 ans, 100 000 emplois par an, également lutter contre la corruption et promouvoir le droit de l'homme. Voici en quelques lignes la quintessence du programme du candidat du FCC, Ramazani Chadari, qui avait été rendu public cette semaine. Et dans ce cadre de cette émission, nous recevons sur ces plateaux le porte-parole, l'un des porte-parole du candidat Ramazani Chadari. Il s'agit de Maître Guillaume Manjolo. Avec lui, nous allons devoir débattre de l'actualité politique. Bienvenue sur ces plateaux de grand format. Merci à vous pour l'invitation. Je ne serai pas seul, je serai accompagné de Thierry Bongo, avec qui on va s'adonner à des questions et des réponses de Maître Guillaume Manjolo. Merci beaucoup, c'est un plaisir pour nous de pouvoir participer à cette émission en mode campagne. En mode campagne, ça veut dire que vous avez compris, Guillaume Manjolo, la campagne électorale a été lancée. Comment vous acceptez d'aller à cette campagne lorsque les lois ne sont pas respectées? Par exemple, il était question que la CENI, le gouvernement congolais, puisse mettre à la disposition des candidats présidents de la République une protection des policiers qui devaient être affectés. Jusqu'aujourd'hui, seul Ramazani Chadari bénéficie de cette manne du gouvernement. Bon, déjà, je pense que vous prenez le problème avec une présentation qui est la vôtre. Dire les lois ne sont pas respectées. On commence une campagne avec les lois qui ne sont pas respectées. Monsieur Patrick, ne soyons pas dans l'exagération, ça devient la caricature. Il s'agit de pouvoir dire qu'effectivement, ceux qui se présentent à l'élection présidentielle nécessitent une protection particulière. Il me semble qu'il y a eu un communiqué de la part du ministre de l'Intérieur souscrivant à cette idée et même disponibilisant du personnel politique, plutôt de sécurité, pour ceux qui doivent concourir à ce niveau-là. Il n'y a pas que, il y a aussi au niveau de certaines provinces où il est recommandé de pouvoir bénéficier d'une assistance policière parce qu'il y a encore des poches d'insécurité ici et là. Ça se négocie avec les ministères de l'Intérieur. C'est une disposition qui permet de pouvoir s'assurer qu'effectivement celui qui se porte candidat à un niveau ou à un autre a les garanties nécessaires pour pouvoir concourir. Mais ce n'est pas un problème extraordinaire dont il faut faire ici maintenant les centres de nos discussions. Est-ce que vous avez vu une seule correspondance adressée au ministère de l'Intérieur sollicitant du personnel des polices pour la sécurité avec une réponse négative? Non. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne l'administration. Il y a des gens, apparemment, ils ne savent pas comment fonctionne un pays. Vous voulez être assisté, vous voulez être protégé, vous faites la démarche. Il y a des gens qui ne voudront même pas. Ils peuvent dire, moi, je pense pouvoir prendre du personnel de sécurité privée pour ma protection. On en a vu à d'autres occasions. Donc, je pense qu'il faut relativiser. Et restons sur l'essentiel. Nous sommes en processus maintenant, on a déclenché la campagne électorale, parlons des choses sérieuses. Nous allons parler des choses sérieuses, mais c'est aussi une question qui mérite d'être éclairée. Guillaume Manjolo, fallait-il faire des démarches là où la loi est claire? Ce ne sont pas les premières élections qu'on organise. On a vu que c'était automatique en 2006 par exemple. En 2011, il n'y a pas eu besoin d'écrire de correspondance. Un candidat président de la République se plaint. Noël Tchani a dit être parti au ministère de l'Intérieur. La réponse n'a pas été satisfaisante. La question
conditions et les policiers doivent être à sa charge. Le charroi automobile qui doit accompagner ces policiers-là, jusqu'aujourd'hui, ça pose problème. N'est-ce pas que cela aussi est dû au fait que le ministre de l'Intérieur est chargé d'une cellule de la sécurisation d'un candidat président de la République? Là aussi, grande confusion. Déjà, les messieurs que vous citez qui est candidat à la présidentielle, ils devraient aussi adresser une correspondance pour passer à la télévision pour dire aux Congolais, j'ai convoqué une réunion au stade Tata Raphaël, personne n'est venu. Donc, il attaque aussi les Congolais pour ça. Il a convoqué une réunion, il a voulu faire un meeting au stade Tata Raphaël, personne n'est venu. Et pourquoi est-ce qu'il n'en parlait pas? Parce que vous savez, c'est porté à cette hauteur-là et réclamer les choses alors que le peuple ne vous connaît même pas, ne sait même pas de quoi vous voulez parler. Il ne vous écoute même pas, il ne vous accompagne même pas. Quand vous l'invitez, il ne vient même pas. Ça pose un problème de crédibilité lorsque, par la suite, on s'est plaint pour une chose ou une autre. Je pense que ce n'est pas ça le sujet. Restons sur l'essentiel. Vous dites, M. Mova, ministre de l'Intérieur, parce qu'il est membre d'une cellule, chose qui est autorisée par la loi, d'être à la fois ministre de la République, mais n'est pas gérer une entité ou une corporation à caractère politique, mais être membre, c'est autorisé par la loi. Et nous sommes en période électorale. En période électorale, s'il vous plaît. Et par conséquent, dans le monde entier, lorsqu'il y a élection, et nos lois ne l'empêchent pas, à ce que les membres d'un gouvernement participent aux élections, parce que de toute façon, il est aussi candidat, après tout. Donc, il est dans une dynamique d'un groupe politique dans lequel il est juste simple membre, il n'a pas l'autorité de gestion. Quel est le problème? Pourquoi vous pouvez lier à la fois son statut de membre d'une corporation politique avec la gestion des ministères? Il n'y a pas un lien direct là-dedans. Il y a l'individu. Il y a un problème moral. Non, il n'y a pas de problème. Non, ça n'existe pas. Un ministre qui a la gestion de la sécurité, des services de sécurité, de la police. Monsieur Thierry, membre d'une campagne. Vous voulez créer une situation RDCienne qui n'a aucun intérêt d'ailleurs dans les concerts des nations. Tous les ministres français de l'Intérieur ont participé aux élections en tant que candidats eux-mêmes, dans les groupes politiques, dans les partis politiques. Pasqua, les autres, tout ça, il y en a plein. Au niveau du RPR, devenu par la suite UMP aujourd'hui, les Républicains. Tous les ministres d'un gouvernement doivent concourir pour aller chercher leur mandat sur le terrain et soit devenir député ou autre chose de tout ça. C'est comme ça partout. Aux États-Unis d'Amérique, c'est lui qui est en poste comme chef de l'État, fait les tours des États-Unis avec Air Force One pendant qu'il est candidat, s'il est encore candidat de nouveau. Arrêtez ça. Vous voulez créer une démocratie hyper parfaite au-delà même de la pensée grecque du terme. Ça ne tient pas la route. Vous voulez défendre une corporation des gens qui ne s'en sortaient pas pour une raison ou une autre, qui sont incapables de pouvoir s'entendre, pour pouvoir trouver un lieu commun, et vous leur trouvez des excuses partout. Arrêtez. Concentrons-nous pour l'instant sur la nécessité de s'adresser à la population congolaise, à l'endroit où vous estimez être candidat, c'est-à-dire votre circonscription, si vous êtes candidat à la députation nationale ou provinciale, ou l'unique circonscription nationale si vous êtes candidat à la présidentielle. Ces gens-là sont toujours à Kinshasa. Ils devraient faire le tour de la République. C'est 2 345 000 km² avec 26 provinces. Ils ne sont pas candidats à Kinshasa. Mais vous n'en parlez pas. L'électorat essentiel, s'il vous plaît, se trouve dans la partie Est. Plus de 50% de l'électorat actuel est dans la partie Est. Ces gens passent leur temps à pouvoir s'époumoner à Kinshasa, se plaindre sans cesse, faire la victimisation. Allez voir le peuple là où il se trouve. Les gros lots, la niche électorale n'est pas forcément à Kinshasa, quoique Kinshasa ait une part. Ils sont là depuis 1 an, 2 ans pour certains à Kinshasa installés. Jamais en province, là où il y a la niche, la vraie niche électorale. Mais c'est facile pour vous, vous avez les moyens de l'État, vous pouvez circuler avec les moyens de l'État, vous avez le soutien des membres du gouvernement, c'est facile pour vous. Mais pour un Noël Tchani que vous êtes en train de dénigrer ici, c'est pas facile pour lui, d'autant plus qu'il n'est même pas protégé. Monsieur Thierry, Noël Tchani vient des États-Unis d'Amérique. Oui. Il y a des mécanismes pour accéder aux responsabilités aussi bien aux États-Unis d'Amérique, en France et partout. Si vous voulez, vous êtes prétendant à cette hauteur-là, nous, les pauvres scarabées, nous sommes à la petite hauteur de $1000 pour avoir accédé à l'élection. Il prétend avoir scarabée, mais non, je veux dire, pauvre scarabée, mais je suis en mesure de payer $1000 pour aller à l'élection. Vous le tournez en dérision. Non, attendez, je suis
par rapport à un maigre en moyen, ma petite épargne, je suis en mesure de payer 1 000 $ pour aller à l'élection. D'accord? Il a plus de moyens. Il sait très bien que lorsqu'on veut concourir à cette hauteur-là, on doit avoir les moyens ou l'accompagnement de ceux qui croient en vous. C'est ça le principe. Ceux qui sont au pouvoir, c'est vrai, ont l'avantage d'être au pouvoir. Mais il faut y accéder. Ils y ont accédé en passant aussi par les peuples, en passant par les soutiens. C'est ce qui se passe partout dans le monde. Ne venez pas ici nous chanter l'idée selon laquelle on doit devoir sortir le man de la République pour donner à ces gens-là, pour qu'ils puissent concourir. Alors en ce moment-là, je vais aussi réclamer. On ne parle pas de man, on parle de l'application de la loi. Mon collègue ici vient de le dire. L'application de la loi qui consiste à pouvoir donner l'argent à ces gens-là. 25 policiers à ces messieurs. Ne fût-ce que 25 policiers. Qu'il demande, je pense déjà que ces dispositions ont été prises. S'il n'est pas monsieur... La campagne a été lancée, je n'ai vu aucun candidat en dehors de Chadari être accompagné par la police nationale. S'il vous plaît, tous ceux qui vivent à Kinshasa et partout en RDC, ils savent très bien qu'au-delà de la prise en charge du policier par l'État, quand on met les personnels de sécurité de l'État à votre disposition, vous devez aussi participer. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Est-ce qu'ils l'ont refusé? Ils n'ont pas refusé. Non, mais ils n'ont pas refusé. En disposition, mais non. Et je pense qu'on ne peut pas passer une émission pour pouvoir parler de la victimisation d'une personne et d'une autre. Il s'agit d'une disposition légale de la loi. Vous êtes un légaliste. Mais oui, tout à fait. Quand c'est violé, vous devez être... Il n'y a rien qui est violé. Même si vous êtes porte-parole de J'aurais Chadari. J'aurais souhaité avoir un communiqué du ministère de l'Intérieur disant qu'on ne donne pas du personnel à ces gens-là. Il n'y en a pas. La date convenue est largement dépassée. Quelle date convenue? On a commencé. Rien n'est fait, on est en pleine campagne. On a lancé la campagne hier ou avant-hier. D'accord? On a lancé la campagne. Que ces gens-là puissent vous dire que, à l'heure actuelle, ils ont saisi les ministères pour mettre à leur disposition du personnel qu'ils ne l'ont pas eu. Nous vous informons qu'ils ont saisi le ministère, certains même battu le pavé, resté là-bas pendant toute une journée. Vous m'informez. Nous vous informons. Et je vous crois sur parole, sur correspondance. Vous semblez ignorer. Non, nous vous informons. Non, citez-moi la correspondance. Non, c'est pas suffisant. Nous vous informons. Non, écoutez. Nous vous informons qu'ils y étaient, ils ont écrit, Monsieur Thierry, et ils n'ont pas été répondus. Monsieur Thierry, vous êtes journaliste. Vous êtes appelé à pouvoir donner des précisions comme vos amis de Mediapart. Vous venez sur un plateau de télévision pour interviewer quelqu'un, vous lui dites, voilà, par lettre, tel numéro, tel monsieur a saisi les ministères, il a eu telle réponse. Ce n'est pas le cas. Alors, tant que ce n'est pas le cas, je ne peux pas... Déjà que saisir le ministère n'est pas une obligation. Ce n'est pas ce que prévoit la loi. Vous êtes juriste, vous êtes légaliste. La loi prévoit quoi? La loi prévoit que l'on mette à la disposition la loi électorale. La loi électorale, elle permet, elle exige que l'on mette à la disposition. Permettez-moi de poser ma question. Mais non, la question, permettez-moi de poser ma question. La question est biaisée. Je poserai la question. Les soubassements, la réponse sera la vôtre. La réponse sera la vôtre. Vous jugerez comment vous allez répondre. La question est mienne. J'aimerais comprendre. Les dispositions de la loi sont limpides. Elles prévoient que l'on mette à la disposition des candidats président de la République 25 policiers. Il n'est pas question là que les candidats fassent des démarches pour obtenir. C'est un bénéfice de la loi. Pourquoi voulez-vous que ces gens qui doivent bénéficier d'un droit aillent encore faire des courbatures par des démarches administratives alors que c'est l'État qui devait automatiquement se mettre en action? C'est toujours la question ou c'est fini? Est-ce que pour avoir des candidats, Chadari a écrit, vous avez une correspondance des candidats dont vous portez la parole ici? A-t-on la correspondance des candidats Chadari demandant la protection des policiers qu'il a? Pourquoi vous demandez l'exercice? Puisqu'on est dans le débat et qu'on n'est pas dans l'interview, on est dans le débat. On est dans un magazine. Non, on est dans le magazine. Nous posons de questions. Nous sommes en train de débattre. Acceptons le débat. Non, on est dans le débat. Nous sommes dans une disposition telle que je suis politique, vous jouez les rôles de la contestation habillé en journaliste. C'est très bien. Aucunement. Mais laissez-moi y aller, parce que ne m'interrompez pas, vous avez pris tout le temps. Non. Donc, nous sommes dans cette... c'est pas véridique, je recadre. Non, on n'a pas recadré, vous regardez pour vous, pas pour moi. Chacun, écoute, ceux qui regardent jugeront. Simplement, lorsque vous prenez des oukases de cette hauteur-là, en disant, la loi dit ceci, mais vous ne citez pas la loi. Parce que, regardez, chaque loi, c'est ça l'avantage d'être juriste, chaque loi a des conditionnalités, des limites. Il fallait me lire la loi en disant, la loi dit exactement ceci. Telle loi a telle. La loi électorale dans telle disposition dit ceci. On aurait vu en ce moment-là. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, vous dire exactement ce que dit la loi avec précision comme vous le faites. Vous êtes candidat, vous aurez lu la loi en tant que candidat. Oui, mais c'est votre outil. Si vous voulez m'interrompre... Je ne suis pas candidat, c'est vous le candidat. Vous êtes censé connaître cette loi-là parce qu'elle vous sert.
Monsieur Maître Patrick, Mandela. j'ai la faiblesse de vous écouter. Je vous en prie. Parce que nous sommes en train de débattre, vous voyez, c'est clair qu'on est en train de débattre. Allez-y, je vous en prie. Nous débattons avec un journaliste, donc un opposant habillé en journaliste. Bon, bref, mais assumer, c'est caricatural. Non, mais c'est pas, non, mais c'est la vérité. Vous êtes. Non, mais il est de notre devoir en tant que journaliste de créer le contexte. Non. On ne peut pas vous laisser faire du sophisme ici. Vous allez parler et on va vous contredire pour pouvoir se ressortir au plus fort de vous ce que je vous... n'appartiens pas au courant philosophique du sophisme. J'appartiens au courant philosophique nietzschéen. C'est tout à fait différent. Donc, ce qui fait que je suis dans un registre différent où il y a le devoir que tu es d'appliquer exactement les règles des créateurs et non des juges. Donc je suis très mal à l'aise avec ça parce que c'est pas mon domaine. Je suis du domaine des créateurs et non des juges. Qu'on vous, vous lance des questions pour... Non, vous êtes du domaine des juges, que je peux comprendre. Il y a aussi un courant philosophique qui est celui des juges, donc, auquel vous appartenez. Bon, maintenant, il faut revenir à l'essentiel. D'accord. On ne va pas passer toute une émission sur une question qui est importante, mais qui est un détail de la processus électoral. Parce que le peuple congolais à qui on doit s'adresser ne souscrira pas à l'idée selon laquelle monsieur ne s'est pas déplacé pour venir nous voir au motif qu'il n'avait pas suffisamment de policiers qui pouvaient l'accompagner. Ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. On a besoin de voir les gens présenter leur programme, s'adresser à la population, dire ce qu'ils ont envie de faire de ces pays. Les sujets doivent se situer à ce niveau-là. C'est vrai que l'aspect que vous évoquez peut être important, mais il n'est pas capital, au sens où ce qu'on attend, c'est lui qui a faim, c'est lui qui souffre, a besoin de comprendre, c'est lui-là, pourquoi je dois le choisir? Pourquoi est-ce qu'il doit représenter mon rêve, mes espérances? On est là-dedans. Maintenant, comme tout ça n'existait pas, la réalité substantielle de ce qu'il faut faire pour aller aux élections n'existait pas. Alors, on trouve des mécanismes folkloriques pour pouvoir s'amuser. Il s'agit du sérieux. Quand on se porte candidat à la présidence de la République de la RDC, un pays de plus de 80 millions d'habitants, de 2 345 000 km², 26 provinces, on doit se traîner partout, aller voir tout le monde. On aurait pu voir sur l'aéroport une discussion différente. En tant que candidat à la magistrature suprême, j'ai besoin d'avoir une place sur les tarmacs avec mon avion, parce que je ne peux pas circuler autrement qu'avec un avion. On n'a pas entendu parler de ça. Écoutez, il faut s'adresser à la population congolaise, là où elle se trouve. 26 provinces, 26 aéroports, possibilité de pouvoir y descendre. Justement, on n'en parlait pas. Je relance. Bon, justement, le candidat Martin Fayoulou a voulu atterrir avec un jet privé ici à Kinshasa. L'autorisation ne lui avait pas été accordée. Comment vous êtes candidat? Cette question vous concerne personnellement. Comment pensez-vous aller à une campagne électorale en sécurité lorsque les cortèges de Martin Fayoulou a été plein? Je pose une question. Mais non, mais là, on passe notre temps. Justement, Maître Raymond Jolo, nous sommes en pleine campagne l'élection, électorale. s'il vous plaît, Monsieur Patrick, permettez. Permettez-moi de poser là, une question. on est en train de partir dans tous les sens. L'élection a le cœur et la périphérie. Le cœur, c'est les programmes qu'on présente à la population. Vous n'avez pas de correspondance de Martin Fayoulou s'adressant à l'autorité de l'aviation civile sollicitant d'atterrir à Kinshasa. Vous ne l'avez pas. Et le nom de l'avion, vous ne l'avez pas. On a eu la même situation. Attendez. Laissez-moi finir, et puis après vous entérinerez avec vos attaques. On a eu la même situation exactement à Lubumbashi. Allons-y. À Lubumbashi, on a eu la même situation. On nous a dit qu'on avait interdit à un certain monsieur d'atterrir à Lubumbashi. Il s'est avéré que ce monsieur-là, entouré des éminences grises, s'est adressé au maire de la ville de Lubumbashi au lieu de s'adresser à l'autorité civile, de l'aviation civile. Cette incongruité, vous ne l'avez pas relevée. Alors maintenant, vous venez avec une autre histoire encore à dormir debout, sans me dire qu'ici, il y a la lettre du monsieur que vous citez, adressée à l'autorité de l'aviation civile pour atterrir, on ne lui a pas accordé. Ce n'est pas le cas. Dans la mesure où celui que vous citez n'est pas un vrai candidat, c'est un porte-parole de ceux qui ont été défenestrés. Et ils assument pleinement en disant, il est leur porte-parole pour une mission précise de 2 ans. Ce n'est pas un candidat. C'est-à-dire que vous avez comme ça une composition des capo di tutti capi, comme on dit en italien, donc les chefs de tous les chefs dans une mafia organisée, et on envoie un petit capo pour dire tu vas là-bas, tu gères pour une opération, tu fais semblant d'aller aux élections, tout en refusant d'aller aux élections, et finalement dans 2 ans, on récupère les business. Contre l'esprit et la lettre de la Constitution. Et vous êtes en train de me dire que ces messieurs-là dont vous citez, et les textes qui sont les leurs, là on peut citer les textes, disent nommément qu'il est là pour gagner l'élection sans aller aux élections parce qu'il ne veut pas y aller avec les machines,
il ne va pas aller avec les fichiers. Mais si jamais il va aux élections sans machine, sans fichier, puisqu'il viendra lui-même avec ses bulletins pour donner à toute la population pour les lire lui, et quand on l'aura élu, il fera 2 ans pour faire venir les autres et refaire une autre élection. Nous sommes dans la comédie. En fait, Dante était en avance avec la divine comédie. Là, on est dans les théâtres les plus bas. Et je ne pense pas que ces plateaux mériteraient de pouvoir être ramenés à ce type de discussion. Soyons sérieux. J'aurais souhaité, ici maintenant, qu'on puisse parler du programme du candidat. Justement, qui a présenté. Ça, c'est du sérieux. Et là, vous parlez des choses périphériques qui n'ont aucun intérêt. Et je veux passer mon temps à la population qui nous regarde, qui attend, puisque moi, je dois partir en province. J'ai souscrit à venir sur ces plateaux pour parler des choses sérieuses. Mais ne m'embarquez pas dans cet amusement. Je suis incompétent pour le folklore et pour les burlesques. Je suis plutôt, modestement, j'ai des éléments qui me permettent de pouvoir asseoir un raisonnement sur un programme, une vision, un contact entre un homme et la population. Et je porte la parole de cet homme-là. Interrogez-moi sur ça. Mais non, la gestion électorale qui est de l'autorité de la CENI, la gestion des activités en rapport avec la sécurité des candidats, qui est de l'autorité du ministre de l'Intérieur, vous pouvez les interroger les uns les autres. Ici, j'ai pour mission simple de transporter, de transcrire, de dire la parole des ERS 13. Le nom est sexy, vous conviendrez. Maître Guillaume, on parlera vraiment cette fois-ci du programme. On y va. Allons-y. 86 milliards. 86 milliards de dollars Oui. en 5 ans. Oui. En raison de 17 milliards milliards par an. quelque chose. On quitte vraiment le concret pour l'imaginaire en pensant à un tel programme, quand on sait que les rédacteurs de ce programme sont les mêmes rédacteurs de tous les budgets depuis pratiquement 10 ans. Les budgets de l'État congolais. Qu'est-ce qui va permettre à Emmanuel Ramazani Shadari de quitter l'État actuel, puisqu'il est candidat de la continuité, pour nous amener dans ce monde féerique où on nous promet 17 milliards de dollars et beaucoup de merveilles? Nous sommes dans ce que j'appellerais les exigences tyranniques de la dignité et de la fierté. Cela recommande que quand vous posez la question avec autant de sérieux, que la substance elle-même soit sérieuse, qu'elle soit moins fantaisiste. Sur ces plateaux, vous m'avez interrogé sur l'issue réelle des enquêtes de M. Louzoulou, qui déclamait, preuve à l'appui, qu'il y avait plus ou moins 15 à 20 milliards de dollars qui échappaient à l'État. Sur ces plateaux. Plusieurs années, d'ailleurs. Sur ces plateaux. Mais lorsque on vous donne un programme des candidats, qui n'est pas un budget, déjà, essayez de l'appréhender sous l'angle du programme et pas sous l'angle du budget. Et les programmes où la proposition de ces 85 milliards à dépoussière 86 milliards ne se chronogramme pas par une division par 5. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça du tout. C'est là où il y a la faiblesse du raisonnement chez nous. On sombre avec les chiffres, on commence à faire des calculs des boutiquiers ou des comptables de quartier, en oubliant les processus de gestion des activités de la République. Vous avez un budget qui avait été confectionné pour 2019 de 5 milliards de dollars. Donc il aura fallu vous interroger. Puisque les prévisions de M. Shadari sont de 86, plus ou moins 86 milliards de dollars, comment il fait avec les budgets prochains de 5 milliards? Alors là, j'allais vous répondre en vous disant, premier élément, c'est que l'année qui va commencer là, il y aura ce qu'on appelle les collectifs budgétaires. Les mesures avec les correctifs, il y a les collectifs budgétaires avec les correctifs sur les budgets. C'est ça l'avantage d'avoir été dans la gestion depuis un certain temps, on a la maîtrise de ces paramètres-là. Alors, vous avez quoi comme situation? Ils projettent 86 milliards à peu près de dollars sur les 5 ans. Sur 5 ans. Vous avez un axe majeur qui est l'axe que j'appellerais aujourd'hui de la vision du chef de l'État actuel qui a institué Louzoulou pour dire où sont les niches où on peut récupérer l'argent qui échappe à l'État. Cet axe-là, c'est pour ça qu'il faut faire la coordination, l'articulation des 4 axes. Vous avez l'axe de la bonne gouvernance, vous avez l'axe judiciaire que vous mettez en corrélation. De là, vous tirez la possibilité de récupérer l'argent de l'État très rapidement. Cet argent, on ne va pas l'avoir à hauteur de 15 milliards la première année, mais il y a des paliers qu'on aura. Ce qui fait que
au terme de 2019, nous pourrons approcher facilement entre 8 et 10 milliards de dollars parce qu'on aura commencé à résorber les déficits dans les drainages des finances de l'État vers les trésors publics. Ça, c'est le premier élément. Maintenant, les années qui viennent, ce sont les années de soutenance. Je vous signale au passage que la croissance qui est prévue aujourd'hui est de 2% par an jusqu'en 2022. 2% par an. C'est en 2023 qu'on aura une baisse. Tous ces éléments doivent concourir à pouvoir réfléchir quand vous proposez, quand vous parlez des chiffres. Donc, l'année d'après, après ce que je viens de dire pour la première année 2019, qui ne voit pas atterrir cette idée-là de 87 milliards, 86 milliards, mais plutôt les correctifs liés à l'application, à la pleine application des règles sur ceux qui sont corrompus, qui corrompent et qui font évacuer des finances de l'État. Attendez, ça rend mal à l'aise parce que attendez, c'est très technique. C'est le candidat de la continuité. S'il vous plaît, c'est très technique. On comprend. Non, vous ne comprenez pas. Vous faites exprès de comprendre. Après, vous allez me poser des questions dans le même sens. Nous sommes en train d'évoluer. Permettez que je termine là-dessus, comme ça, les gens qui nous suivent ont la clarté sur ce qui est dit. Vous avez déjà dit l'essentiel. Non, je n'ai pas dit l'essentiel. Non, mais non, attendez. Allez-y. Laissez les gens apprécier. D'accord. Écoutez. Ne soyez pas en train de vous mirer vous-même alors que vous êtes là pour me poser des questions. Laissez-moi vous répondre. Allez-y. N'écoutez pas vos propres questions et espérez vos propres réponses. Monsieur Thierry, je connais votre droite, faites un effort. Donc ici, il s'agit de pouvoir évaluer comment est-ce qu'on apprécie un budget ou une proposition des programmes. Ce n'est pas une division de 86 divisé par 5. Ce n'est pas ça du tout. Un étudiant en économie, ou en finance qui fait ça à zéro. Attendez, de collectif budgétaire pour qu'on puisse aller à 10 milliards la première année. Vous êtes en train de revenir. Je rappelle simplement que ceux qui font l'économie et les finances, quand ils vous entendent dire ça comme ça, ils vous mettent zéro. Maintenant, il faut passer à l'essentiel. Je ne suis pas en train de faire une interro, s'il vous plaît. Non, avançons, s'il vous plaît. Non, écoutez, ne m'imposez pas d'avancer. Vous faites du surpasse. Non, écoutez. Si vous estimez que vous êtes mal à l'aise pour poser de questions parce que les réponses ne vous conviennent pas, mais ne posez pas de questions. Je vais faire en sorte pour pouvoir répondre à vos questions. S'il vous plaît, Non. Vous n'êtes pas devant un auditeur. Vous faites exprès. Vous avez déjà avancé. Vous êtes mal à l'aise. Vous posez des questions qui sont complètement orientées. On vous donne des réponses qui sont justifiées, qui sont dans la précision. Je ne juge pas vos réponses. Mais non, vous n'avez pas à juger. 1 plus 1 égale à 2 n'est pas égal à 3. Que vous jugez ou pas, c'est la même réponse. Bon, maintenant, il faut revenir à l'essentiel. Donc, ayant dit ça, je pense que vous comprenez maintenant. C'est-à-dire que quand on a fait ce processus de la première année, on a la soutenance, on a récapitalisé. On commence à récapitaliser la Banque centrale. Maintenant, on doit commencer à dispatcher les mécanismes des crédits auprès de la nouvelle économie qui est diversifiée pour permettre aux gens de pouvoir entreprendre. Donc, ce qui fait que l'espérance par rapport, ce sont des mécanismes qui existaient déjà, malheureusement qui n'ont pas été appliqués. Bon, maintenant, il va falloir maintenant les lancer dans l'applicabilité. Le Zolobambi existe avec son cabinet depuis combien de temps? Depuis qu'il a été nommé conseiller spécial du chef de l'État. C'est vrai que vous faites exprès de pouvoir m'écouter. On a deux phases. Vous êtes chrétien. J'aimerais comprendre. La question est celle-ci, Maître Manjolo. Tout ce que vous nous démontrez ici, parce que vous avez dit que le travail abattu par le Zolobambi a démontré que beaucoup d'argent vont dans les poches des gens qui, dans les caisses de l'État, cela vous permet de pouvoir les récupérer. En fonction de cela, Emmanuel Ishadari fait de la projection par rapport à son programme de société. Alors la question est celle-ci. Depuis que Zolobambi a été nommé conseiller spécial du chef de l'État, il a décrié, il a annoncé des milliards et des milliards qui partent dans les poches des gens. On n'a jamais récupéré ces milliards. Il aurait fallu attendre que Ramazan Ishadari soit présenté candidat pour qu'on nous miroite qu'on va récupérer ce qu'on n'a pas su récupérer dans les 3 dernières années depuis que Zolobambi est conseiller spécial du chef de l'État en matière de lutte contre la corruption. Vous avez fini? C'est ma question. Très bien. Je vais faire une illustration schématique pour permettre à ce que la compréhension soit partagée. Vous avez dans la Bible les temps d'Ézéchiel, les temps d'Amos. C'est-à-dire les principes qui sont édictés, l'application des principes. Nous sommes en pleine gestion de l'État, là, on n'est pas dans la religion. J'ai dit illustration, s'il vous plaît. Allez-y. C'est-à-dire les règles sont là, il faut les appliquer. On a une difficulté dans l'application des règles. Ça a été reconnu, oui ou non? Les candidats les reconnaissent dans la bonne gouvernance en disant ceci. À ces jours, on a des difficultés d'appliquer les règles qui existent. Un exemple pratique. Tout le monde a entendu parler de la subornation de témoins seulement à l'occasion des contentieux devant la Cour constitutionnelle en ce qui concernait M. Jean-Pierre Bemba. Mais il s'avère simplement que la subornation de témoins se trouve dans la Convention contre la corruption
des Nations Unies, signée et ratifiée par la RDC en 2009-2010. Dans cette convention contre la corruption, tout type de corruption, y compris l'administration de la justice. On constate en RDC, en dehors de l'affaire Jean-Pierre Bemba, que l'appareil judiciaire est corrompu pour l'essentiel. Pas tous les magistrats. Beaucoup de magistrats sont corrompus. Il faut régler ces problèmes. Ce qui fait que, dans ce que dit Luzolo, ça, c'est la plaie du système. Il faut corriger ça. Parce que les gens qui sont censés pouvoir dire la loi n'exécutent pas fidèlement ce que dit la loi parce qu'ils sont corrompus. Donc ça pose un problème. Il faut maintenant apporter des correctifs utiles, mais maintenant il fallait faire cette démarche-là. L'école nationale de la magistrature, bien outiller les magistrats, bien le doter pour pouvoir empêcher les processus de corruption. Donc ça n'a pas encore été, ça n'avait pas été fait avant. C'est cette faille-là qu'il faut corriger, que corrige aujourd'hui Emmanuel Ramazani Shadari, permettant de pouvoir maintenant appliquer les règles. Parce que du temps où on ne pouvait pas les appliquer utilement, nous avons à beau le dire, mais les gens qui doivent les appliquer sont corrompus eux-mêmes. Et on fait comment? Qu'est-ce qui aura changé entre temps? C'est une reconnaissance. Les mêmes acteurs. On reconnaît. Ce sont les mêmes acteurs. Maître Raymond-Jolo. Laissez-moi terminer. Permettez-moi de poser la question. Mais oui, mais je n'ai pas terminé sur cette question-là. Vous avez la capacité de prendre une question et de répondre à votre selon laquelle... Je peux avoir ta pertinence. Laissez-moi poser la question. Non, vous avez la capacité de prendre une question et de répondre en deux. C'est vrai, on est dans le débat, allez-y. Ce n'est pas le débat, cette question que je pose. Allez-y. Ce que j'aimerais comprendre ici, c'est que les mêmes acteurs qui ont accompagné Joseph Kabila, ce sont les mêmes acteurs qui accompagnent Ramazani Shadari aujourd'hui. Ce sont avec eux qu'il va gérer. La preuve, ce sont les mêmes qui gèrent ces 48 cellules d'équipe de campagne. Alors, expliquez un peu à la population qui vous suit tout ce que vous nous dites ici. Ces mêmes personnes qui vont censées être en mesure d'appliquer la politique de Ramazani Shadari, en quoi ils auront changé? En quoi le corrompu d'hier qui est à côté de Shadari aujourd'hui deviendra les dénonceurs de demain pour mettre dans les caisses de l'État? Correct. Qu'est-ce que vous allez faire? Je peux y venir maintenant? Allez-y. Premier élément, le peuple congolais n'a pas encore décidé à qui il donne mandat. Ce n'est pas croyez à la victoire de Shadari quand même? Attendez. Vous y croyez? Mais ne faites pas des questions et des réponses en même temps, vous vous empêchez à ce qu'on puisse vous répondre. Allez-y. Vous pouvez faire une émission à deux et vous allez vous regarder en face et puis vous aimez vous-même. Allez-y. Non, écoutez, le peuple congolais n'a pas encore décidé. Il me semble que sur ces plateaux, une fois de plus, les mots clés du chef de l'État actuel, c'était les renouvellements. Qui vous en souviennent? Les renouvellements. Et aujourd'hui, on y ajoute la sanction sans état d'âme de la bouche d'Emmanuel Ramazani Shadari. La sanction sans état d'âme, plus les renouvellements. Mais encore faut-il avoir ces mandats-là pour ceux qui doivent participer au processus du changement en question. Nous tous ici sommes appelés à aller solliciter auprès du peuple le mandat. Avec ces mandats maintenant, on peut prétendre à gérer ou à ne pas gérer. On n'est pas encore là. Mais simplement, puisque vous faisiez la différence, il faut faire la différence entre Emmanuel Ramazani Shadari, qui a fait un travail énorme sur le terrain, dont on a les garanties de son élection. Nous autres qui avons fait aussi un travail, nous ne sommes pas dans la même dimension. Nous sommes dans une dimension inférieure. Nous devons encore aller convaincre la population. Mais au terme de ce processus, les sanctions dorénavant s'appliqueront à tous. Monsieur Lula est en prison. Son système était corrompu pendant très longtemps. Les gens qui sont actuellement aux responsabilités ou qui étaient hier aux responsabilités étaient les gens qui étaient avec lui, qui ont décidé de modifier les règles, qui ont frappé l'ancien chef de l'État. C'est-à-dire que lorsqu'on s'amende, j'ai parlé d'ici, ici j'ai parlé des exigences tyranniques de la fierté et de la dignité. C'est notamment de faire en sorte que les mots corruption disparaissent en RDC, du moins dans les grandes lignes. Et cela recommande quoi? Que tous ceux qui sont concernés d'une manière ou d'une autre disparaissent de l'espace politique. Que la loi s'applique. C'est le président du groupe parlementaire du PPRD, le PPRD qui a la majorité au Parlement. On n'a jamais vu Ramazani Shadari être à l'initiative de faire tomber un ministre quelconque. Et aujourd'hui, est-ce que vous parlez de la sanction sans état d'âme? L'on se pose des questions. Lorsqu'il avait le pouvoir de sanctionner les gouvernements
puisque c'est une émanation du Parlement. Le PPRD n'a sanctionné aucun ministre. Et soudainement aujourd'hui, demain, Emazani Chadari viendra avec des sanctions sans état d'âme. Les hommes du progrès, ce sont ceux qui ont un réel respect pour le passé. Et le passé le plus récent de Chadari amène à se poser des questions sur la sincérité même de ces programmes électoraux et de ce que vous défendez ici, Maître Guillaume Manjolo. Ce qui est extraordinaire, c'est que vous faites semblant de ne pas savoir ce qui se passe dans ce pays. Est-ce que la composition gouvernementale de la République est restée identique entre 2006 et 2018? Non. Est-ce qu'il n'y a pas des grands ministres et d'autres personnalités qui sont tombés dans cette République? Oui. Est-ce que le panorama est resté identique entre les temps début des mandats jusqu'à la fin? Non. Combien de fois on a vu les ministres reprocher une chose ou d'une autre? Le remaniement, c'est la sanction que vous prenez ici. Attendez. Pour des ministres qui n'ont pas bien géré, Si pour vous des faites gens pas qui le moindre étaient- effort pour pour des gens écouter qui sont et qu'est-ce passés qui au vous Parlement, concerne? donc la sanction, selon vous, Guillaume Manjolo, c'est les remaniements. Ce plateau a complètement changé. Vous ne faites aucun effort pour écouter ce que je vous dis. Je pose des questions pour Vous, comprendre. vous posez tout le temps des questions, vous ne voulez pas avoir des réponses. Allez-y. Parce que les réponses que vous estimez sont les réponses qui sont les vôtres. Vous dites que je vous dise que non, ça n'a pas marché, ça vous conviendrait. Et après, vous dites, voilà, donc ça ne sert à rien. Donc Vous partez. le dites d'une autre manière, on dirait. Mais non, mais ça ne marche pas, parce que... Vous semblez avouer que ça n'a pas marché. C'est là le sophisme, en fait. Vous cherchez le sophisme, il est là. Ok, Donc, ici, mais si, vous êtes face à un créateur qui vous explique comment est-ce qu'on organise les règles, comment on les crée, comment on les applique. Lorsqu'on a eu des carences pendant une période, comment est-ce que dorénavant on doit les appliquer? C'est ça. Nous sommes dans un système de séquences. Un non-État qui devient un État. Un pays dictatorial qui devient une démocratie. À parfaire, bien entendu. Je n'ai jamais dit ici sur votre plateau qu'on avait une démocratie parfaite. Jamais. J'ai la conscience intellectuelle, dirais-je, même si ça me paraît un peu exagéré, de dire qu'effectivement, toutes les choses doivent se parfaire. Nous étions un non-État en 2001, qui vous en souviennent. Nous sommes un État aujourd'hui. Autour de nous, les 9 frontières de la RDC, il n'y a aucune structuration étatique qui soit à la même hauteur que la nôtre, en termes de discussion, en termes de questions aussi nocives sur un plateau de télévision, face à un porte-parole d'un candidat dont on sait qu'il va devoir gagner parce qu'il ne s'est pas paré pour. Jamais. Vous ne pouvez pas faire ce que vous faites là, en Angola, Comparaison à n'est pas Brazzaville. raison. Non. Comparaison et raison dans la même catégorie des pays, même point de départ, c'est-à-dire 1960 pour les indépendances, même évolution, c'est la raison. On compare les pays de l'OCDE entre eux. On compare les pays d'Afrique qui ont eu leur indépendance en 60 entre eux. Nous sommes le plus grand pays d'Afrique quand on doit comparer avec les autres qui sont autour de nous, qui sont Comparer des aussi tout petits l'économie, pays. comparer aussi la sécurité, comparer aussi l'état des routes entre le Rwanda et Kinshasa. Faites cette on peut y aller, comparaison on peut y aller, globale. y a pas de souci. Et il ne faut pas faire une comparaison singulière, Maître Guillaume Manjolo. Mais je peux vous amener, vous balader comme l'a fait Emmanuel Ramazani Chadar, est le seul candidat qui est en mesure de comprendre comment fonctionne un État, chaque département par département, pas la comédie, l'amusement, on va tout faire, l'utopie habituelle, les rêves, plutôt qu'un cauchemar. Non. Vous pouvez parler de la sécurité, Monsieur Patrick. Soyez modeste et parlez de la sécurité par rapport aux gens de la raison, de cette région. La RDC n'avait pas d'armée en 2001. Épicentre des Attendez, tueries. Oui, oui, mais vous posez la question, vous répondez, vous ne voulez pas. Non, allez-y. La J'en rajoute. RDC n'avait pas d'armée en 2001. Sous embargo, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, il y a encore l'embargo dans certains départements. La RDC, pas d'armée. Les pays entrecoupés en 3 morceaux et gérés par les chefs de guerre. À l'heure actuelle, en 2018, un temps très court dans la gestion d'un pays par rapport à la mise en place de la sécurité et de la défense. La RDC est la 10e puissance africaine sur les 50 pays. 10e, de 0 à 10 entre 2006 et 2018, soit en 12 ans. Je savais que vous alliez me sortir ça, mais oui, mais Maître attendez. Guillaume Manjolo. Vous posez des questions, C'est, vous donnez des c'est réponses votre précises préféré. et mathématiques, ça me pose un problème. Aucunement. 75e armée du monde. Autour de nous, ceux dont vous parlez, dites-vous bien qu'en ce qui concerne notamment le Rwanda qui est en face de nous, arrive à peine à pouvoir réunir 18 000 hommes. Nous sommes à plus de 150 000 hommes, plus les forces spéciales.
Ce qui fait que nous avons la capacité de pénétration dans tous les pays qui sont autour de nous de 300 km sur leur terre, que personne ne peut contester. L'Angola a plus de matériel militaire, notamment dans la marine. Ce qui fait que sur terre, ils ne peuvent pas faire le poids. Et d'ailleurs, si on a une guerre contre l'Angola, on ne va pas se battre en mer, on va se battre sur terre. Donc, attention à ce que vous dites. Les velléités, on en a parlé encore sur ce plateau, il faut que je vous rappelle à vos propres propos de l'époque. Lorsqu'il y a eu une réunion entre Kagame, Lourenço et Macron, vous avez tous demandé ici en disant oui, ça y est, maintenant ils vont prendre les armes, ils vont entrer ici. Je vous ai dit qu'ils ne sont pas en mesure de pouvoir le faire si nous leur avons fait. La RDC de 2006 n'est pas la RDC de 2017-2018. Et voyez-vous, donc ce qui fait que voyez-vous, je viens d'évacuer du revers de la main vos prétentions à parler de la sécurité. Je les ai évacuées. Passons à la question suivante. En fait, c'est vrai, juste... vous savez, c'est quand même une discussion. Hein, ah oui, c'est un débat, c'est pas une discussion. Une discussion entre gentlemen. Je souhaiterais juste... entre la contestation et la gestion. En fait, c'est notre travail de pouvoir sortir de vous l'essentiel. L'essentiel pour nous, c'est parce que le programme de Ramazan Shadary est très beau à voir, très beau à lire, mais laisse quand même, quelque part, un certain goût amer. Ça donne un diagnostic assez crachant sur ce qu'a été le Joseph Kabila ces 10 dernières années. Ça donne un diagnostic crachant, parce qu'on a l'impression que Ramazan Shadary, qui a fait partie du système antérieur, qui est en train de partir, a œuvré tout en sachant les difficultés de l'État et a ainsi plutôt accepté les situations telles qu'elles se présentaient sans rien faire. Quand vous parlez de l'embellie économique qui se présente, une croissance évaluée à 2%, quand on sait que les croissances qui sont projetées en RDC depuis longtemps sont très positives, qui ne rapportent rien encore jusqu'à présent dans le budget de l'État, on se pose des questions. Qu'est-ce que Ramazan Shadary va amener de nouveau, à part le texte de son programme, qui va changer la donne? On ne dit pas que c'est impossible, on se pose la question de savoir comment il va le faire, parce qu'on ne va pas mettre du vin nouveau dans des vieilles outres. Oui, mais je ne sais pas, je n'ai pas très bien compris la question. Je pense. On aimerait savoir quel est l'outil nouveau que Shadary va amener, parce qu'on sait que le système actuel, c'est le système avec lequel il a travaillé pendant longtemps. Non, mais en fait, lorsqu'on est dans le débat, je pense qu'il y a un minimum de bonne foi à avoir lorsque l'autre parle. Comme vous ne m'écoutez pas du tout apparemment. Vous nous avez donné de bons arguments économiques, ça va être ceci, cela. On dit que ce n'est pas nouveau. C'est même pas nouveau. Mais qu'est-ce qui est nouveau? Qu'est-ce qui va changer pour que ça change? On reste toujours dans cette option de ne pas écouter l'autre. Ce nombrilisme n'est pas nécessaire dans la discussion ou dans le débat. Donc vous pensez ce que vous dites doit être ça et pas rien d'autre. Nous aimerions savoir qu'est-ce qui est nouveau. Essayez de m'écouter alors en ce moment-là, utilement, vous verrez. Si votre oreille s'exerce... Nous sommes en train de vous écouter. Non, mais écoutez-moi avec l'oreille exercée à écouter. Les téléspectateurs vous écoutent aussi. Oui, mais ça je sais. Eux m'écoutent, eux comprennent. Mais vous écoutez avec l'oreille de la contestation. Aidez-nous à comprendre aussi, s'il vous plaît. Je ne peux pas vous aider, il y a des gens qui ne sont pas aidables. Parce qu'ils sont dans une posture de la résistance. Bon, écoutez, ici l'idée c'est quoi? Ok, nous sommes Monsieur Thierry, dans si vous faites un effort, et je sais que vous êtes en mesure de pouvoir le faire. Il y a des mécanismes qui ont été mis en place par rapport à la mobilisation des ressources qui ne sont pas appliquées. Si on arrive à comprendre qu'effectivement 15 milliards de dollars échappent à l'État, c'est parce qu'effectivement, il y a des mécanismes qui détectent tous ces mouvements-là. Maintenant, il faut les appliquer utilement de sorte à récupérer cet argent. Cet argent va servir à récapitaliser notamment la Banque centrale, à drainer les sommes vers la destination, notamment les crédits et les restes, tout ça pour pouvoir modifier complètement l'entreprise individuelle des jeunes et des femmes. C'est dit dans le programme. Il faut relever ça. Donc, ça n'a jamais été fait avant. C'était prévu, mais ça n'a jamais été fait. C'était prévu, ça n'a jamais été fait. Ça, c'est un élément. Nous sommes la centralité de la transition énergétique. Est-ce que ces potentiels nous a bénéficié jusqu'aujourd'hui? Non. C'est un mécanisme nouveau. C'est-à-dire que partir du principe selon lequel la RDC ne bénéficiait que de 2% des taxes sur la matière première et qui passe à 10%. C'est une innovation dans les codes miniers qui permettrait de pouvoir recueillir un peu plus des ressources pour pouvoir les affecter dans l'éducation, dans la santé, dans la création d'entreprises, dans la diversification de l'économie. C'est une niche nouvelle. Nous sommes dans la transition énergétique toujours, avec nos forêts équatoriales, les fonds verts, qui est à hauteur de plus de 1000 milliards de dollars,
disponibilisés pour bénéficier à ceux qui doivent protéger le... C'est pas nouveau, on l'a jamais... Non, mais voyez, c'est la mauvaise foi. On l'a jamais Vous ne récolté pouvez pour pas venir faire l'opposant tout en assumant que vous êtes opposant. Faites Non, l'opposition je de parle de manière... fait, les fonds verts, c'est pas nouveau. Non, les fonds verts, les mécanismes de fonds verts, vous les connaissez, comment ça Nous fonctionne? sommes dans... Vous Nous avons laissez- participé à 3 réunions du COP. Nous n'avons jamais pu capter cet argent. Non, en fait, vous ne savez pas comment ça fonctionne. Les COP, j'y ai participé, on a même créé des mécanismes RDC pour les incorporer dans le COP. Voyez-vous? Il nous C'est ça reste la que 2 différence. minutes, Je clôture mais là-dessus. je signe Non, mais la écoutez, réalisation. si vous voulez donner l'information la plus aboutie à une population, allez à la source chercher l'information. Si vous voulez avoir l'information sur les COP, venez vers moi, je vais vous la donner. Allez vers Tosipanoupan, il va vous la donner. L'idée ici, c'est quoi? C'est que la redistribution du fonds vert n'est pas encore opérationnelle. C'est pas encore opérationnel. Il y a des poches qui sont récupérées notamment par les États-Unis d'Amérique qui déversent ça sur le Brésil par rapport à leur convention. Mais ça, c'est individuel. Mais les fonds verts qui est logé à Séoul jusqu'à aujourd'hui n'est pas encore opérationnel au sens de du dispatching. Pas encore. Par conséquent, la RDC demande à travers le programme de Chadari que dorénavant, les deux organisateurs de la conférence sur l'environnement doivent être la RDC et le Brésil en premier lieu. Ça se passera selon ce qui, eux, auront convenu, soit en RDC, soit ailleurs. Et c'est un changement majeur, une dimension nouvelle. Alors quand on vous dit, vous avez été au fond vert, vous avez ramené, ben oui, parce que le processus et la procédure, c'est pas celle-là, monsieur Thierry. C'est vrai que dans un domaine tout à fait différent, je vous ai trouvé meilleur la fois passée, mais dans ce domaine ici, malheureusement, vous... Si le temps ne nous permet pas, on aurait pu engager un débat Malheureusement, dessus, malheureusement. non, là, je vous Le temps ne nous assigne permet 2-3 éléments en rapport avec la réalité factuelle, physique et matérielle. Donc, c'est peut-être pas vos compétences là-dedans. Je suis le dossier. Merci. Oui, mais il faut bien le suivre. Il faut bien le suivre. Là, vous le suivez mal. Malheureusement, on peut pas engager des Ah oui, débats. attendez. Nous sommes vraiment arrivés à la On peut fin de pas engager l'émission. le temps de permettre. Nous sommes en pleine campagne électorale. Le plateau d'Africa Télévision est ouvert. Tous les candidats peuvent défiler pour défendre leur programme des sociétés. Le numéro au bas de l'écran, SMS, WhatsApp, vous pouvez écrire pour prendre contact avec nous. Nous recevions dans le cadre de cette émission Maître Guillaume Mandjolo, l'un des porte-parole du candidat Ramazani Chadari, qui porte le numéro combien déjà pour 13. la campagne? RS Le 13. numéro 13. Je peux quand même dire au revoir à la population, si c'est pas l'interview. Je vous en prie, en quelques minutes. Non, merci infiniment pour ces plateaux. Ça permet quand même que, au-delà de vos attaques assez musclées, vos oukases et vos fatwas, je puisse quand même dire à la population, effectivement, ce qui se trouve dans les programmes d'Emmanuel Ramazani Chadari. Ce qui n'est pas le cas pour les autres candidats, les 20 autres candidats n'ont pas un programme défendable, n'ont pas des porte-paroles qui peuvent porter la parole sur les programmes factuels, physiques, matériels et qui peuvent faire rêver une vision de la RDC, de sa dignité, de sa fierté. Cette alliance particulière entre les cœurs et la tête du peuple et de sa terre est aujourd'hui conduite par Emmanuel Ramazani Chadari. Merci à vous. Merci d'avoir prêché pour votre propre chapelle, Maître Guillaume Mandjolo. Un grand merci à toute la réalisation qui nous a accompagnés. Nous vous fixons rendez-vous pour un prochain numéro dans votre magazine Grand Format. Merci à Thierry Bongo. Je n'oublierai pas de te remercier. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir.